La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Ouverture à l'université de Lomé ce jeudi d'un colloque international sur les enjeux socio-communicationnels du vivre ensemble. Des enseignants-chercheurs questionnent les valeurs autour desquelles s'organise la vie en société pour la cohésion et la paix. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rencontré ce jeudi après-midi le corps enseignant des universités publiques du Togo. Il était question de lever certaines équivoques qui entourent la revalorisation des salaires des enseignants des universités publiques. La question faisait polémique et le ministre a tenu à clarifier les choses. Une fois encore bonsoir, Lomé abrite depuis ce jeudi une réflexion internationale sur le vivre ensemble dans nos communautés. Des universitaires et autres experts questionnent ainsi les valeurs qui induisent la cohésion sociale et qui reposent sur la plupart sur la communication. L'initiative est portée par le Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Lucassi nous en dit plus. Refus de la diversité et du pluralisme, rejet de la différence, incapacité des hommes à assumer des destins communs. Des faits qui fragilisent le vivre ensemble dans les communautés. Cette fragilité du vivre ensemble met à mal le progrès social, le développement et la concorde nationale. Le Centre d'études et recherche sur les organisations, la communication et l'éducation CEROS s'est saisi de la problématique dans le prolongement de ses recherches. Il se questionne sur le rôle que joue la communication dans toutes ses dimensions dans les sociétés et surtout comment elle participe à la résolution des problèmes liés au mal vivre ensemble et au renforcement du lien social. La question du vivre ensemble se pose encore avec plus d'acuité aujourd'hui, bien que nous savons que c'est une question qui traverse le temps, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une communauté, qu'il y a deux personnes, il y a toujours des problèmes liés au vivre ensemble, à la différence, à l'acceptation de l'autre, aux questions d'intérêt. Mais le problème, c'est que ça amène souvent des crises. Il suffit de regarder les différents foyers de tension, les crises sociopolitiques, les extrémismes qui jalonnent l'histoire de nos sociétés pour comprendre cela. Donc les universitaires ont voulu, par leur réflexion pluridisciplinaire, une approche aussi bien communicationnelle, sociologique, psychologique, philosophique, etc., interroger ce concept et voir dans quelle mesure on peut accompagner les communautés à réfléchir à la fois sur les nœuds, les causes du difficile vivre ensemble. Si les pratiques de réconciliation et de paix sont perçues comme source de stabilité, de sécurité et de développement socio-économique, c'est que le vivre ensemble doit être toujours cultivé. Axé sur les enjeux socio-communicationnels du vivre ensemble, ce colloque s'inscrit dans les activités marquant les 10 ans du CEROS. Face à la montée donc des revendications identitaires, de l'extrémisme violent et de différentes intolérances, la promotion de vivre ensemble aujourd'hui apparaît plus qu'indispensable pour préserver la paix. Au Togo, divers mécanismes fonctionnent à cette fin. Les autorités du pays tiennent fortement à l'ancrage des valeurs universelles dans les habitudes des citoyens, comme nous le rappellent dans ce sujet Chris Agbedinou et Lucassi. C'est un impératif pour la cohésion sociale, l'harmonie et la paix dans les communautés humaines. Le vivre ensemble est donc une forme de solidarité sociale, de tolérance et de civilité entre les individus des différents groupes ou catégories de personnes. La fragilité de ce concept amène souvent des pays à connaître des crises sociopolitiques. Le cas du Togo depuis la période précoloniale est ici relaté. Quand vous prenez la période précoloniale, vous avez les préjugés, les questions quotidiennes, c'est-à-dire les questions de querelles, de voisinage. Vous avez aussi les oppositions entre catégories socio-professionnelles au sein des communautés. Vous avez aussi les oppositions intercommunautaires. Tout ça, c'est mû par des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts culturels. Intérêts économiques pour avoir, par exemple, une préséance sur l'exploitation d'une ressource,
les lacs, ou etc. Il y a des problèmes de délimitation des frontières. Les intérêts socio-culturels, vous avez par exemple les rites qui profitent aux gens. À cela s'ajoutent d'autres éléments plus récents issus de la colonisation, notamment la mise en valeur différenciée du territoire a fait émerger la question nord-sud. Vous avez aussi l'intériorisation des stéréotypes. Dès lors, le Togo fait la promotion du vivre ensemble, son cheval de bataille. Le développement inclusif en dépend. De la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, en passant par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN, à la politique nationale de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté, des mécanismes sont mis en branle pour consolider le lien social et œuvrer à l'édification d'une société de paix. Le bon vivre ensemble, c'est une situation dans laquelle les gens cohabitent harmonieusement, se tolèrent, construisent le dialogue et essaient d'avancer ensemble. Le vivre ensemble, c'est une quête continue. Si les gens veulent avancer, si les gens veulent construire un pays prospère, dynamique, qui vit en paix, eh bien, ils doivent faire des concessions, se supporter et rechercher activement le fait de transcender les intérêts partisans pour pouvoir avancer. Le vivre ensemble appelle donc à l'amour du prochain, à l'acceptation des différenciations ethniques, religieuses, politiques, sociales, des valeurs universelles pour le développement harmonieux d'un pays. Et c'est dans cette même préoccupation du vivre ensemble que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damham, a lancé officiellement ce jeudi matin le projet Savane Motog, entendez, jeunes et femmes pour la cohésion sociale dans les savanes. C'était donc ce jeudi matin sur l'esplanade de la préfecture de Thun. L'initiative vient de Plan International Togo, ensemble avec Aide et Action, WILDAF et le CACIT, avec l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence suédoise pour le développement intégral. Le projet vise à renforcer les actions du gouvernement et des autres acteurs de développement de la région. Le compte-rendu donc de la cérémonie dans ce reportage de Chaz Nambaga. En signant ici la charte du projet Plan International en consortium avec Aide et Action Internationale, WILDAF Togo et CACIT s'engagent solennellement à mener dans les règles de l'art et donc au succès le projet Savane Motog, entendez jeunes et femmes pour la cohésion sociale dans les savanes. C'est une initiative inédite qui se veut un bouclier contre l'extrémisme violent qui frappe aux portes de la région des savanes. Pour Plan International particulièrement, c'est une région d'un grand intérêt où nous nous intégrons depuis 2 ans à la faveur d'une fusion avec l'ex-Bornfonden et nous observons sur le terrain les défis que vivent les jeunes filles, les enfants, les femmes. Et nous avons voulu y apporter une réponse holistique, une réponse qui touche à la fois les opportunités économiques et de participation, qui touche à la fois le leadership des jeunes et des femmes et qui va permettre de créer un vrai dialogue social qui va contribuer à un climat social apaisé dans la région des savanes et éviter que la région des savanes ne soit contaminée par la situation malheureuse que nous voyons du côté du Burkina. Pour éviter cette contamination, Plan International a fait le choix de la prévention. Elle veut agir en amont sur les facteurs susceptibles de favoriser l'importation de l'extrémisme violent au Togo grâce à ce projet holistique et structurant. C'est un projet qui allie ou qui concilie à la fois l'entrepreneuriat, mais également le renforcement des capacités pour la participation citoyenne et la cohésion sociale. C'est un projet qui est à la fois un projet qui permet le renforcement des capacités pour l'emploi des jeunes, mais également des personnes âgées de plus de 35 ans qui sont dans des groupements d'épargne. C'est également un projet qui va contribuer à l'élaboration des plans de développement dans les communes qui n'en disposent pas encore. Et ce projet va également renforcer les capacités des médias, 15 médias, dont 12 au niveau local. C'est également un projet qui va travailler avec les autorités locales, à savoir les chefferies, mais également avec les conseillers municipaux pour renforcer les capacités de ces conseillers à pouvoir impliquer les femmes et les jeunes dans la prise de décision. Le projet ambitionne d'impacter en 4 ans de mise en œuvre plus de 512 220 personnes, soit 61% de la population de la région des savanes, dont 6 200 jeunes filles et femmes, ainsi que des hommes vulnérables. Coût du projet, près de 2 milliards de francs CFA,
financé à 90% par l'Union européenne, soit une enveloppe de plus de 1,589 milliard de francs CFA et le reste par l'agence suédoise pour le développement international SIDA. On est convaincu que l'engagement de la population, de la société civile, c'est vraiment la clé pour la prévention de l'extrémisme violent et que cela ne peut se faire qu'à travers des partenaires locaux qui mènent, comme vous l'avez vu, l'initiative. On considère aussi qu'il est essentiel d'établir une bonne communication, une bonne coopération entre les forces de sécurité et la société civile. Et pour cela, il faut que la confiance soit établie. Le projet Savane Motog vient consolider les initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Il s'agit de l'opération militaire antiterroriste Kundouare et le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV avec ses démembrements au niveau local. Vous savez, le président de la République a fait de la jeunesse une priorité, l'emploi des jeunes une priorité. Et tout ce qui concourt à atteindre cet objectif, c'est des initiatives à encourager. Vous savez que la région des Savanes, c'est la région qui est limitrophe du Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle de l'extrémisme violent, on parle de l'insécurité, on parle du djihadisme. Et l'analyse a démontré que lorsque des jeunes n'ont rien à faire, lorsque des jeunes sont dans une situation de précarité extrême, ils sont capables de s'adonner à des actes répréhensibles. Donc ce projet qui vient renforcer ce que le gouvernement a déjà mis en place, je crois que c'est un projet à saluer. L'autre temps fort de la cérémonie de lancement du projet Savane Motog, c'est cette visite des stands, véritable vitrine pour les différents acteurs qui interviennent sur la problématique de la cohésion sociale dans la région des Savanes. Retour sur certaines annonces clés du récent Conseil des ministres, confirmant donc des mesures précédemment annoncées. On va parler d'abord éducation, avec cette batterie de mesures progressivement mises en place par l'autorité pour favoriser un fort taux de scolarisation, de la gratuité des frais de scolarité à la toute récente suppression des frais d'inscription aux divers examens nationaux. Le droit à l'éducation est de plus en plus conforté au Togo. Les nouvelles dispositions devraient coûter environ 3 milliards au gouvernement. Le point avec Ludo Aré. Le social, une priorité du gouvernement pour les 5 prochaines années. L'éducation figure en bonne place avec de grands investissements pour l'année scolaire 2020-2021. Plus de frais d'inscription aux examens. 1,9 milliard de francs CFA sont débloqués pour la gratuité des frais d'inscription aux différents examens, ce qui devrait soulager les parents. L'État va poursuivre le programme de protection sociale en milieu scolaire Scolassure pour une prise en charge sanitaire gratuite dont a bénéficié déjà près de 2 millions d'apprenants. L'État considère le programme Scolassure comme un des éléments des filets sociaux. Je pense qu'il faut analyser Scolassure dans un panier de filets sociaux dans lequel il faut rajouter les cantines scolaires, la suppression des frais de scolarité. Alors, le programme Scolassure marche, je voudrais vous rassurer là-dessus. Il marche parce qu'il permet à nos jeunes concitoyens de pouvoir aller à l'école sans encourir pour leurs parents des responsabilités démesurées. Donc, le gouvernement continuera ce projet-là parce que les indicateurs aujourd'hui sont rassurants pour que le projet aille jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde attentivement la projection du gouvernement, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui en termes d'inclusion. Donc, les ressources à mettre à disposition pour atteindre ces objectifs seront débloquées pour que les uns et les autres puissent ressentir cette inclusion qui est espérée. Plus d'1 million de prestations, 41 000 interventions chirurgicales, 9 000 hospitalisations et plus de 82 600 sollicitations pharmaceutiques. Des résultats satisfaisants de Scolassure qui incitent l'État à faire plus. Des mesures qui viennent s'ajouter à la gratuité des frais de scolarité aux préscolaires et aux primaires dont jouissent les apprenants depuis plus de 10 ans. Grâce à cette mesure, le taux de scolarisation aux primaires est passé d'environ 11 000 en 2008 à plus d'1 500 000 en 2018.
Au préscolaire, les effectifs d'enfants scolarisés sont passés d'environ 87 000 entre 2012 et 2013 à plus de 155 000 entre 2017 et 2018. Des filets sociaux tels que les cantines scolaires vont également se poursuivre en faveur des élèves. Ce programme national d'alimentation scolaire a eu un effet positif sur les indicateurs scolaires et l'état nutritionnel des écoliers. Plus de 91 000 élèves sont bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire et 75% des besoins quotidiens des enfants en termes d'alimentation sont couverts par des repas scolaires. Ce qui motive l'État à poursuivre ce programme pour renforcer la scolarisation des enfants. Avec la crise sanitaire, le gouvernement a mobilisé 1 milliard de francs CFA pour subventionner les masques de protection spécialement pour les élèves à un prix de 50 francs dans les établissements scolaires. Plus de 600 millions de francs CFA également débloqués pour l'acquisition des tables-bancs et matériel informatique. Toutes ces mesures démontrent la volonté du gouvernement d'offrir une éducation de qualité inclusive à tous, d'améliorer la scolarisation dans son ensemble et d'améliorer les conditions éducatives. Au-delà, c'est l'inclusion sociale qui est renforcée et la pauvreté réduite. Les défis pour cette année scolaire 2020-2021 sont énormes et l'État appelle à la collaboration de tous les acteurs pour maintenir un climat de sérénité et garantir une meilleure année scolaire aux apprenants. Et l'autre annonce confirmée hier en Conseil des ministres, la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo, 5 mois donc après le début des négociations entre le gouvernement et le groupe Olam. La nouvelle société cotonnière du Togo passe effectivement sous la coupole du partenaire. Le groupe singapourien a déboursé 22 milliards de francs CFA pour acquérir 51% des parts de la NSCT. Les producteurs et l'État togolais restent encore des actionnaires associés. L'annonce donc a été faite hier au cours du Conseil des ministres et Edem Toussoukbo nous fait le point aujourd'hui. Le groupe Olam prend officiellement 51% des parts dans le capital social de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Le partenaire mondial de renom a déboursé un montant de l'ordre de 22 milliards de francs CFA. La cession a pour principal objectif de donner un coup d'accélérateur à la filière cotonnière. Les plus hautes autorités du pays entendent doubler les rendements en se basant notamment sur l'exploitation de la carte de fertilité des sols. Le gouvernement est entré en discussion avec le groupe Olam après l'avoir identifié comme un partenaire sûr qui a fait et continue de faire ses preuves dans le domaine. La démarche est participative et les producteurs qui restent toujours actionnaires avec 25% ont suivi le processus de bout en bout. L'État de son côté a 24% de parts. Suite à notre doléance, même que le chef de l'État était arrivé à Takwame, on l'avait invité. Et on l'avait donné des doléances, que c'est comme ça, le rendement au champ et la productivité n'est pas au rendez-vous. Et on s'est plaint aussi des produits insecticides et autres. C'est pour cela, après, il y a un temps qu'on a fait une mission d'échange en Côte d'Ivoire et au Tchad pour aller voir là où le groupe Olam est en train de travailler. On a parlé avec nos camarades producteurs. Ils nous ont expliqué quand même ses appuis, comment ils les soutiennent. Et surtout en Côte d'Ivoire, ils sont à 1 tonne 100 kg, 1 tonne 200 par hectare. Donc nous étions impliqués. Et au retour, on a fait le compte rendu. Nous, notre préoccupation, c'est le rendement au champ. Le rendement au champ et la qualité des intrants. Donc c'est ça. Nous savons que si avec l'arrivée du groupe Olam, on va aller au moins à 8 tonnes ou bien 900 kg comme nos camarades du Tchad et de la Côte d'Ivoire sont en train de faire. C'est ça qui est notre espoir parce qu'ils nous ont expliqué comment ils le font. Et ils ont des engrais à temps, les produits de qualité, ils font la mécanisation que nous n'avons pas ici. Pour les rendements, des fois ça a l'air d'aller, mais des fois ça ne va pas. Pourquoi? Parce que nous, comme la main travaille beaucoup là, on n'a pas l'aide pour pouvoir améliorer notre projet. Manque d'argent. Des fois, on ne trouve pas les métaillés. Les métaillés maintenant, tu trouves les métaillés maintenant, oh, un prix là, tu ne peux pas. Donc, toi-même, tu es obligé de travailler avec tes enfants. Des fois, les enfants vont à l'école. Vraiment, quand j'ai appris ça,
qu'on va nous amener un partenaire qui va nous supporter, nous montrer comment on va faire et ils vont prendre en compte, on va nous aider pour pouvoir améliorer notre filière pour que ça aille en avant. Donc, moi je suis contente de ça, je suis satisfaite. Cette année, nous avons vu une ambiance du côté de l'État, du gouvernement, en particulier le chef de l'État, qui vraiment a pris sur lui la responsabilité d'être à nos côtés. Moi, je peux dire que nous ne pouvons pas mesurer l'immensité de notre joie que nous, actuellement, nous avons commencé par à sentir en nous. D'ailleurs, pourquoi moi, en tant que producteur, cette année, l'année passée, j'ai fait 5 hectares, cette année, je vais doubler. Comment faire 10? Je sais que déjà, avec ce nouveau talent, tout va marcher dans de bonnes conditions. Lors de la mission effectuée par les producteurs au Tchad et en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a vraiment des changements. Il y a une différence entre le Togo et les deux pays, surtout à propos de la maîtrise des superficies. Ils ont un système, ils ont une maîtrise de superficie. Et ils ont des méthodes informatisées par lesquelles on enregistre les producteurs, les superficies, et c'est à base de ça qu'on les envoie les intrants dans le domaine de l'encadrement. Là-bas, l'encadrement des producteurs aussi est bien structuré. C'est-à-dire ils ont un bon ratio d'encadrement de producteurs. Le Togo ambitionne d'atteindre 200 000 tonnes de coton graines à l'horizon 2022 et professionnaliser davantage le secteur. Moderniser l'outil industriel sur toute la chaîne de la production à la transformation. Le pays veut aussi développer la marque Coton Made in Togo afin de jouir d'un différentiel de prix par rapport à la qualité. Les producteurs qui ont adhéré à cette session verront leurs revenus garantis et augmentés notamment par la mise en place de mécanismes de stabilisation des revenus leur permettant d'avoir donc de revenus rassurés nonobstant la fluctuation éventuelle des prix du coton sur le marché international. Et cette rencontre ce jeudi après-midi entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'ensemble des enseignants, le corps des enseignants des universités publiques du Togo, il était question de lever certaines équivoques qui entouraient la revalorisation des salaires des enseignants de ces universités publiques. La question faisait déjà polémique sur des plateformes d'enseignants et le ministre a tenu à clarifier la situation ensemble avec le président de l'université de Lomé. Qu'en est-il donc Voyons cela avec Clarisse Atikle. Échange à bâton rompu entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le corps enseignant des universités publiques du Togo. À l'ordre du jour, la revalorisation des salaires des enseignants du supérieur. Depuis la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats des enseignants du supérieur le 3 novembre 2011, les salaires du corps enseignant universitaire ont augmenté substantiellement. Mais ils n'ont pas toujours la bonne information et le ministre a tenu à lever tout équivoque. La mauvaise appropriation des mauvaises informations font que parfois on se sent lésé alors qu'on est peut-être dans une situation favorable. Il était question nécessaire que les enseignants et les responsables, les dirigeants de ces institutions se retrouvent pour s'expliquer et voir les efforts et les avancées en termes d'amélioration du niveau salarial que le gouvernement togolais a pu apporter à ces enseignants depuis 2011. Nous avons convenu ensemble qu'il était nécessaire que nous travaillions plutôt dans le sens de raffermir les liens qu'on peut donc manifester entre les enseignants et aussi surtout de savoir apprécier ce que nos États mettent à la disposition des enseignants pour d'abord assurer un confort de vie à ces gens et aussi travailler pour relever le niveau de compétences de nos universités. Pour preuve, l'évolution du salaire du corps enseignant avant et après la signature du protocole d'accord a été présentée. La finalité est d'aplanir toutes les divergences. Cet exercice sera répété si nécessaire pour que les enseignants
comprennent que dans le supérieur, tout comme dans les autres niveaux d'enseignement, même au niveau primaire, que l'enseignant n'est pas le plus lésé et que son niveau salarial peut être enviable par rapport aux autres. Des efforts ont été faits. Il était question aujourd'hui de réaffirmer ces efforts qui ont été faits pour que nous ne croyions pas que nous sommes les plus malheureux, alors même que le système a prévu des choses très intéressantes pour cette corporation. Le président de l'Université de Lomé a appelé tous les acteurs au respect des textes qui régissent le fonctionnement de l'université. Les assemblées générales, les réunions publiques à l'Université de Lomé sont régies par des tests que nous nous sommes ensemble donnés. Et quels que soient nos statuts, je crois que chacun d'entre nous s'abstiendrait de méconnaître ces tests en vigueur. Notre université a connu des périodes parfois douloureuses parce que certains de nos étudiants ont toujours voulu fouler aux pieds les règles en vigueur. Et je ne pourrais l'accepter pour les enseignants de méconnaître les dispositions en vigueur. Ce qui voudrait clairement dire que les AG, les réunions publiques, ne sont pas interdites à l'Université de Lomé. Toutefois, il y a des procédures et j'invite les uns les autres à les respecter. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, autant nous pourrions revendiquer, mais vous ne pourriez pas vous permettre de jeter l'honneur des gens aux chiens. Je vous concède volontiers le droit à la revendication qui est un droit fondamental, mais je vous demande instamment d'arrêter. C'est de vraies escalades, mais je n'hésiterai pas à vous faire appliquer le droit, tout le droit et rien que le droit. Les salaires au niveau de l'enseignement supérieur sont versés suivant les grades, assistant, maître de conférence et professeur titulaire. Le salaire de base s'accompagne toujours de primes et des indemnités. Tout ceci dans le but d'améliorer les conditions de travail et de vie de l'enseignant universitaire. Et on va se rendre à Bassar. L'Office togolais des recettes construit sa nouvelle représentation dans la zone. L'OTR veut servir les contribuables dans de meilleures conditions. Et Nestor Mouzou, notre correspondant local, était à la pose de la première pierre de l'édifice il y a quelques jours. Voici son reportage. Dans 6 mois sera dressé à cette place le nouveau bâtiment devant abriter le service préfectoral de Bassar de l'Office togolais des recettes. Ce bâtiment sera érigé sur une superficie de 480 mètres carrés avec des bureaux plus spacieux et bien équipés. C'est un investissement qui s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie du gouvernement définissant la mise en œuvre des réformes ayant abouti à la création de l'OTR et qui met l'accent sur une administration fiscale au service du développement. La politique du gouvernement, c'est moderniser tout le pays, faire des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux, mais tout cela passe par les recettes. Et ces recettes sont des recettes fiscales. Donc pour mieux s'organiser et faciliter l'aide d'opérateurs économiques dans le paiement des impôts, de temps en temps l'Office togolais se rapproche davantage de ses contribuables en édifiant les immeubles dans les préfectures, dans les régions. C'est déjà fait. On vient d'inaugurer un immeuble à Saint-Cassé. On dit que c'est la pose de la première pierre à Bassar. Les contribuables de Bassar se disent satisfaits de la construction dans leur préfecture d'un nouveau bâtiment de contrôle fiscal pour leur faciliter les opérations. Merci au chef de l'État pour ce joyeux qu'il est en train de réaliser au sein de la ville de Bassar. En tant qu'opérateur économique ici à Bassar, c'est bon de payer ses impôts parce que ça contribue au développement du pays et des villes en particulier. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Philippe Kokou-Tchadier, a réaffirmé l'engagement de son institution à nouer avec les contribuables un partenariat agissant au bénéfice d'un Togo émergent.
Il a insisté sur les progrès enregistrés dans le cadre de la modernisation de l'OTR, notamment la simplification du système matérialisé par la réduction du nombre d'impôts, l'assouplissement des procédures et l'adoption du nouveau Code général des impôts séparé du livre des procédures fiscales, la dématérialisation des procédures de déclaration et de paiement afin de réduire le temps et le coût consacré au paiement des impôts. Et ce communiqué pour poursuivre ce journal. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours de recrutement du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins qu'ils peuvent consulter la liste définitive des personnes retenues pour les épreuves écrites du samedi 5 décembre 2020 dans les lieux suivants. À Lomé, à la Direction générale de la fonction publique. À Kara, à la Direction régionale du travail et des lois sociales. Les centres d'écrit retenus sont les suivants. À Lomé, lycée de Tocoin 1 pour le personnel médical et paramédical, catégorie A1 et première partie de la catégorie A2. Lycée de Tocoin 2, personnel paramédical, deuxième partie de la catégorie A2. CEG, Camp Général Niassingbe et Adema, personnel paramédical, troisième partie de la catégorie A2 et catégorie B. Lycée de Tocoin Solidarité, tout le personnel administratif, catégorie A2, A3 et B. À Kara, lycée Kara 1 pour le personnel médical et paramédical, catégorie A1, A2 et B. Lycée Kara 2, personnel administratif catégorie A2, A3, B. Et le ministre rappelle que l'appel des candidats est prévu pour 6h30. L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le port de masque et le lavage de mains à l'entrée des centres et à l'entrée des salles d'examen sont obligatoires pour tous les candidats. Pour les candidats au poste de chauffeur, les dates des épreuves écrites et pratiques sont fixées respectivement au 7 décembre 2020 pour ceux de Lomé, à la direction du garage central administratif, et au 9 décembre 2020 pour ceux de Kara, notamment au lycée Kara 1. Le communiqué est signé ce 26 novembre 2020 par le ministre Gilbert Bawara. Et nous sommes jeudi, nous passons à la page des sports avec Jean et Deji. Jean, bonsoir. Jean, merci, bonsoir. Alors, on va parler d'abord football dans cette page des sports avec la phase préliminaire des compétitions interclubs d'Afrique qui démarre déjà ce week-end. Oui, Lys, deux clubs togolais sont concernés. Il s'agit de l'association sportive de la COSA ASCO, champion du Togo, et son dauphin Unisport de Sokolé. Engagé en Ligue africaine des champions, ASCO est attendu en Côte d'Ivoire pour affronter le Racing Club d'Abidjan dimanche. Ce même dimanche où Unisport accueille le club camerounais Coton Sport de Garoua à Kégué pour le compte de la Coupe CAF. Suivons l'analyse des chances des représentants togolais à ces compétitions avec Claude Ama. Le football togolais est à nouveau à l'épreuve des compétitions continentales interclubs ce week-end. Les deux représentants du Togo sur la scène africaine sont sollicités ce dimanche 29 novembre 2020 à la faveur des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Le champion de la saison 2019-2020, l'association sportive de la COSA, est attendu dans la capitale ivoirienne Abidjan pour se mesurer au Racing Club. Bien que loin du terrain, les Togolais ont toutes les chances de sortir la tête haute de cette explication. Car en effet, son adversaire, le Racing Club, s'il a damé le pion aux grosses pointures du championnat ivoirien, tels que l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport, la saison précédente, n'est pas pour autant une foule de guerre. Une inquiétude cependant du côté d'ASCO, le manque de compétition dû à la non-reprise des activités sportives au Togo. Les sportifs togolais espèrent néanmoins que le staff technique des condamnants, qui a intensifié les séances d'entraînement ces dernières semaines, trouvera la stratégie idoine pour déjouer les plans du Racing. Tout comme ASCO de Kara, Unisport de Sokodé, ambassadeur du Togo en Coupe CAF, sera au front. Et cette fois à Kégué face au Camerounais du Coton Sport de Garoua, un habitué des grands rendez-vous. Une première qui ne sera pas du tout aisée pour les académiciens de Colondais. Mais à l'inexpérience, les joueurs de Sokodé pourraient bien substituer une autre qualité,
La fougue de la jeunesse grâce à laquelle ils ont longtemps flirté avec le saladier de champion du Togo avant de lâcher du lest au profit d'Asco la saison dernière. Tout compte fait, le Togo du football n'espère qu'une chose, retrouver le sourire un temps soit peu après que nos deux représentants nous auraient donné des raisons d'y croire encore. Une heure de prière. Et l'on ne peut passer sous silence également ce deuil qui frappe la famille mondiale du football. Diego Armando Maradona, depuis hier, n'est plus. Oui, l'ancien footballeur international argentin s'est éteint ce 25 novembre 2020 à Tigre, dans son pays natal, des suites d'un arrêt cardiaque. El Pibe de Oro, comme on le surnomme, qui a soufflé ses 60 bougies il y a quelques semaines, se remettait à peine d'une opération au cerveau. Depuis l'annonce donc de sa disparition, les hommages fuissent de partout pour saluer l'œuvre de l'un des footballeurs les plus talentueux de tous les temps. Aflim Johnson nous parle de Diego Maradona. Suivant. Armando Maradona, la légende s'en est allée à 60 ans. Quatrième d'une fratrie de 6 enfants et premier garçon du couple Diego Chitoro Maradona d'Alma Salvadora Franco, Diego Armando Maradona vient au monde le 30 octobre 1960 à Lanús en Argentine. Si les études lui réussissent très peu, El Pibe de Oro, le gamin en or, est beaucoup moins embêté dès qu'il a un ballon entre les jambes. À 10 ans à peine, la destinée de la peluche, semble déjà tracée. Son aventure de grand champion, Diego Maradona la débute 10 jours avant de souffler sa 16e bougie chez les Argentinos Juniors, son premier club professionnel. En 1982, le FC Barcelone l'accueille pour 7,3 millions de dollars et un salaire annuel de 50 000 dollars. Un record à l'époque. Ce qui n'empêche pas le génie argentin de partir pour Naples en Italie en 1984. Dans la cité napolitaine, Diego Armando Maradona fait du très bon boulot et offre au club ses premiers titres, dont l'historique doublé championnat Coupe d'Italie en 1986. En équipe nationale d'Argentine, Diego Maradona brille. En grand capitaine, il conduit la troupe au sacre face à la République fédérale d'Allemagne en terre mexicaine en 1986. Lors de ce mondial 86, Maradona marque les esprits à jamais en inscrivant un but de la main en quart de finale face à l'Angleterre. Le but qu'il rebaptisera la main de Dieu. Finaliste une seconde fois d'affilée en 1990, Diego Maradona est moins chanceux cette fois face au même adversaire allemand qui assure sa revanche. Reconverti en entraîneur de football à la fin de sa carrière, Diego Maradona n'a pas connu le même succès avec la sélection argentine qu'il a dirigée de 2008 à 2010 avec une insuffisante place de quart de finaliste au Mondial 2010 en Afrique du Sud. Depuis 2019, il était le patron du banc du club argentin de Gimnasia La Plata. Hors des pelouses, Diego Maradona entretient la controverse. Beaucoup gardent de lui l'image de la star aux fréquentations peu recommandables, l'homme au coup de sang répété, accro à la cocaïne. Et c'est pour tout cela que Diego Maradona fut et restera un footballeur pas comme les autres. Que la légende donc repose en paix. Et on va finir ce journal avec le point quotidien sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour du jeudi 26 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2904 cas, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2345, 25 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 495. Le nombre de décès est de 64. Le point est signé du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa, ce 26 novembre 2020. Que dire? Donc, soyons vigilance, portons nos masques quand nous sortons en public, lavons-nous régulièrement la main. Ou sinon, faisons comme Jean Hededji qui a son petit flacon pour se désinfecter les mains à chaque fois qu'il touche une surface exposée au public. Et je lui en demanderai bien une bonne portion. Merci bien, Jean Hededji. Au revoir. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes. À 22h30, vous serez servi par Esther Laclé. Au revoir et à très bientôt sur la télévision togolaise.